Bonjour, ici Alice Autreux et avec Adeline Esso, dans cette série d'épisodes, nous parlons de santé mentale et plus spécifiquement de santé mentale des étudiantes et étudiants internationaux en milieu francophone. Ce balado est mandaté par l'Université Laval à Québec en collaboration avec l'Université d'Ottawa en Ontario et le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il bénéficie du soutien du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Des étudiants et professeurs de ces universités se dévoilent pour partager avec vous leur vécu et des pistes de solutions en termes de santé mentale. Bonne écoute! Pour ce premier épisode, nous accueillons messieurs Jean Ramdé et Idrissa Beogo qui sont les responsables du projet Santé mentale étudiant. Monsieur Ramdé, vous êtes professeur titulaire au département des fondements et pratiques en éducation à l'Université Laval. Et Monsieur Beogo, vous êtes professeur agrégé à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Merci d'être avec nous. Alors, le projet Santé mentale étudiant a démarré en 2020, durant la pandémie. Mais qu'est-ce qui a été le véritable déclencheur et quels en sont les objectifs? J'ai saisi l'opportunité aussi de vous remercier et surtout l'initiative de ce balado. En effet, on a constaté durant la pandémie que, pour ma part en tout cas, quand j'étais à l'université de Saint-Boniface, une grosse détresse qu'on n'a jamais observée pendant, en tout cas, pendant mon séjour. Et comme il se trouve que l'université jouxte pratiquement avec les dortoirs des étudiants, il se trouvait que les étudiants qui, en général, parce qu'à l'Université de Saint-Boniface, c'est à peu près un cinquième de l'effectif qui est constitué d'un contingent de ce qu'on appelle les étudiants internationaux ou les étudiants étrangers. Alors, ce monde-là n'était pas éligible à la PCU, pardon. Donc, ne pouvait pas avoir d'activité et était aussi coupé des sources des parents qui étaient concomitamment ou au même moment victimes des affres de la COVID. Donc, on a observé une grosse détresse psychologique, des étudiants qui devaient quitter leur dortoir, qui s'empilaient, et des échanges avec les psychologues localement. Et on a aussi constaté que, en dépit de cette détresse, ils ne consultaient pas, ils ne cherchaient pas de ressources. Dieu sait qu'il y a des ressources dans les universités. C'est vrai que pendant la COVID, c'était un peu tendu, mais il y a des ressources localement. Mais ils ne font pas recours à ces ressources d'aide-là. C'est compréhensible parce qu'en contexte de minorité linguistique, même nous, les francophones, en contexte de minorité linguistique, la littérature ressort que il y a une vingtaine de pourcents qui ne rentrent pas dans le système parce qu'il est complexe, pour tout le monde, mais en plus, la discordance linguistique ou même le fait qu'on ne parle pas du tout la même langue peut être encore plus compliqué. Et pour les étudiants internationaux, c'est un autre niveau, malheureusement, parce que la discrimination, le racisme, donc toute cette peur-là, nous ont vraiment interpellés à monter quelque chose pour aider, quelque chose comme un élément ou un premier recours de soutien à ces étudiants-là. Et c'est vraiment comme ça que l'idée est née, et puis on a monté le projet pour un financement au niveau du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Donc là, vous l'avez monté, je pense, avec plusieurs universités au Canada. Lesquelles exactement? On l'a monté initialement avec l'Université de Saint-Boniface, l'Université Laval naturellement, aux gens affiliés, et l'Université de l'Alberta, le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Voilà essentiellement. Et moi, comme
j'ai déménagé, j'ai pris une nouvelle position au niveau de l'Université d'Ottawa. Donc, le projet, on a négocié, ça a été déménagé aussi, déménagé, pas aussi, mais déménagé à l'Université d'Ottawa. Oui, je voulais rajouter que de façon générale, l'étudiant international qui arrive ici au Canada, au Québec, déjà exposé quand même à des difficultés de façon générale. Mais pendant la pandémie, comme le dit si bien Idrissa, on a remarqué cette détresse-là qui a augmenté. Mais en même temps que cette détresse a augmenté, on n'a pas le réflexe de demander de l'aide. Donc c'est devenu quand même difficile. Et c'est de là que nous, on a pensé que ce projet-là pourrait aider ces étudiants. Par expérience, disons personnellement même, moi, pendant mes études, je pense quand même que je suis passé par des phases assez difficiles. Peut-être pas au Canada. Moi, j'ai quand même fait une partie de mes études en Allemagne où je suis arrivé sans connaître la langue. Donc, ça m'a un peu sensibilisé. Imaginez, j'étais en psychologie, mais quand même, je me débattais quand même avec des difficultés. Donc, ça, c'est un point. L'autre point, il faut reconnaître qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers qui ont des difficultés. Je peux aussi parler tout près de moi de personnes qui ont été rapatriées hein, à force avec des problèmes de santé mentale. Donc, pour moi, ce projet-là, il est là peut-être pour prévenir ce genre de situations-là. Ouais, ce que je peux ajouter, c'est que on a peut-être oublié une partie du puzzle en termes de motivation à monter le projet, c'est que nous avons vécu en tant qu'étudiant international aussi. On a été étudiant international, donc avec les difficultés que cela suppose. Donc, une fois dans la position d'enseignant, de professeur, c'est quand même facile de le voir là. Et de le voir, oui. Oui, c'était vraiment tangible là. C'était vraiment détectable, vraiment visible. Parce qu'il faut comprendre que il y avait, en plus de la détresse psychologique, c'est disons, l'effet, mais derrière, il y a qui n'avait pas la possibilité de s'alimenter correctement, qui n'avait pas accès au logement parce qu'il fallait payer, il ne pouvait pas plus payer. Il y a eu des initiatives, en tout cas au niveau du Winnipeg, qui ont été concoctées par des ressources communautaires, par l'université, qui a accepté que les étudiants y restent, mais beaucoup d'étudiants étaient en communauté. Et en communauté, il faut payer. C'est celle qui était dans les dortoirs, oui. L'université a essayé de faire un geste en leur faveur. Donc, ils se retrouvaient à plusieurs dans les chambres. Donc, tout ce cumul-là, c'était quand même visible. Donc, le fait qu'on a été étudiant international, ça a aussi participé au déclic dans la formulation de ce projet. Puis, on mentionne la détresse psychologique. Peut-être qu'on peut essayer de le définir. Hein. Je pense que justement sur votre site, vous le définissez comme un terme général qui englobe l'anxiété, le stress, la dépression. Puis qu'une personne qui éprouve ce sentiment peut se sentir impuissante face à une situation qui produit chez elle un mal-être interne, temporaire ou permanent. Et donc là, vous avez nommé quelques-unes des causes de cette détresse-là, aussi bien la solitude, vous avez parlé aussi d'une certaine pression financière, d'autres éléments comme ça. C'est vrai que c'est important de le nommer aussi, de mettre des mots et de l'identifier, puisque c'est pas forcément tous les étudiants qui vont le reconnaître aussi. Puis, ce que je comprends, c'est que vos situations personnelles, votre parcours vous ont amené quand même à être sensibilisé et à le détecter. Oui, notre parcours nous permet, mais
il y a quelque chose qui m'a marqué depuis, j'allais dire, les 30 dernières années. Quand je rentre au pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina, il y a plusieurs parents qui veulent envoyer leurs enfants ici. Et quand ils m'approchent, ils demandent après les frais de scolarité, ainsi de suite. Personne ne s'intéresse à la santé mentale, en fait. Alors, généralement, ils ne sont pas préparés à ça, mais comme vous le dites, souvent il y a des étudiants ou étudiantes qui vont vivre ça, mais sans savoir ce qu'ils vivent, en fait. Et là, c'est souvent difficile pour ces étudiantes-là et ces étudiants. Et pendant la pandémie, ça a été encore plus grave, là, parce que j'ai vu des étudiantes, et surtout une étudiante dont je me rappelle, qui a appris le décès de son père par Facebook pendant la pandémie. Alors, vous comprenez, et puis elle était seule, cette étudiante-là, pas préparée à ça. Donc, c'est des situations quand même assez difficiles qui peuvent mener loin jusqu'aux tentatives de suicide là, chez les étudiants. Donc oui, je pense que les étudiants internationaux vivent, bon, pas tous ou toutes. Il y en a qui s'en sortent bien, qui vont faire de belles études, mais il y en a qui en souffrent souvent en silence. Et comme vous le savez, la santé mentale aussi a une connotation négative chez certains peuples, bah, chez tout le monde d'ailleurs, mais c'est plus accentué chez certaines personnes. Donc ça fait que ça entraîne une souffrance silencieuse et isolée, et ce qui est quand même très difficile pour la personne aussi. Pour ajouter un peu à ce que j'en dis, qui est très vrai d'ailleurs, euh, il y a une grosse vulnérabilité dont souffrent d'emblée les étudiants internationaux. Rien que notre froid hivernal, c'est un élément assez, disons, pas simple à affronter. Euh, il y a aussi que lorsqu'ils arrivent, c'est pas très évident, même quand on est francophone, on ne se comprend pas toujours. Euh, Ça, c'est pas rien, et c'est pourquoi beaucoup d'auteurs parlent du triple stress acculturatif. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans un nouvel environnement, avec de nouveaux professeurs, et puis ben, le cadre éducatif n'est pas le même. Il faut s'adapter à tous ces changements-là assez rapidement. Donc, et on sait au niveau de la société aussi, disons, l'adaptation, l'ajustement à la société n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et malheureusement, comme Jean venait de le dire tantôt, la santé mentale, c'est quelque chose, on ne s'ouvre pas facilement, on ne s'ouvre souvent même pas. Et donc, on accumule le stress et ça peut exploser à tout moment, malheureusement. Et ces éléments de vulnérabilité-là sont malheureusement présents, et présents en tout cas dans certaines cultures. Parce que quand on parle d'étudiants internationaux, ça vient de partout, de l'Amérique latine, de l'Afrique du Nord, l'Afrique au sud du Sahara, L'Europe, etc. Oui, de l'Europe, bien sûr, de l'Europe aussi, etc., etc. Donc, il y a une variété de situations qu'on peut voir, mais la souffrance demeure, disons, le dénominateur commun de ces étudiants internationaux. Et avec ce constat, avec ces éléments de réalité que vous avez pu voir, le projet a démarré et vous avez mis en place une plateforme. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu offrir aux étudiants internationaux à travers cette plateforme-là? Oui, en fait, c'est l'idée de cette plateforme-là. Bon, au début, ce qu'on avait voulu faire, c'était une plateforme avec des ressources, c'est-à-dire que souvent que les étudiants puissent aller comprendre ce qui arrive, ce qui leur arrive, ou bien que l'étudiant comprenne les étapes de l'intégration. En fait, quand on arrive dans un nouvel environnement, Idriss le disait si bien, donc il y a un stress acculturatif qui est normal quand on arrive, parce que quand on vit où on vivait, il y avait une certaine homologie, c'est-à-dire entre notre cerveau, nos pensées et puis l'environnement, il y avait une cohérence souvent. Mais une fois qu'on est dans un nouvel environnement, tout est nouveau et le traitement de l'information prend du temps. Souvent, les gens ils sont fatigués. Et donc, on voulait leur montrer que c'est normal quand on arrive de vivre une certaine fatigue émotionnelle.
On voulait aussi leur apprendre à reconnaître certaines émotions si ils sentent un peu d'anxiété, de dépression, et aussi leur indiquer où aller trouver de l'aide en fait. Donc ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, on a voulu développer un système, j'allais dire, d'autoconsultation, c'est-à-dire que l'individu pouvait aller répondre à certaines questions et puis voir son état de santé mentale. Mais cette partie-là, on l'a enlevée pour une question éthique et puis parce que on s'imagine que quelqu'un qui est vraiment qui a des idées suicidaires, qui est rempli euh, ce questionnaire, qui a une réponse qui indique vraiment qu'il est Questionnaire. vraiment au bord du suicide et qui n'a pas la possibilité d'être pris en charge immédiatement parce que nous, on n'a pas les ressources pour embaucher une personne, pour suivre la personne. Donc, ça peut être quand même délicat. Donc, d'un commun accord, on a laissé tomber cette partie-là en attendant. C'est sûr que si on a du financement, c'est un aspect qu'on pourrait développer pour quand même venir en aide rapidement aux personnes qui pourraient souffrir d'anxiété ou bien d'idées suicidaires assez avancées. Donc, ce sont ces parties. Il y a aussi, je pense, un questionnaire qu'on avait développé pour suivre les individus, mais ce questionnaire aussi, on a laissé tomber. Donc, actuellement, ce qu'on a dans la plateforme, ce sont les ressources où aller trouver de l'aide et comment on se sent et comment on peut s'adapter à un nouvel environnement, ce qu'on appelle l'acculturation, comment on peut passer à travers ces étapes d'acculturation. En effet, c'est important d'offrir ces ressources, au moins d'avoir un site qui les collige. On va vous partager également le lien vers cette plateforme, puis on mentionnera également où trouver ces ressources. Là, ça nous amène un petit peu plus à aujourd'hui, avec cette série d'épisodes. Donc, ma compréhension, c'est une ressource supplémentaire que vous voulez offrir dans le cadre de ce projet. Quel est l'objectif pour vous là derrière ce balado? Personnellement, je pense que en écoutant l'histoire des autres, on apprend beaucoup. Et ça, moi, je l'ai utilisé même pour moi-même, c'est-à-dire quand je suis devenu prof, pour avancer, je me suis rapproché des anciens professeurs africains qui m'ont expliqué leur trajectoire, comment ils se sont pris dans les différentes situations. Et moi, ces personnes-là étaient comme des modèles, donc j'ai essayé d'éviter les erreurs qu'eux, ils ont commises et puis d'avancer sans beaucoup d'obstacles. Donc moi, dans ma compréhension, ces balados-là pourraient aider les étudiants qui les écoutent, les étudiants qui veulent venir ici, à apprendre des choses et puis à éviter certaines erreurs, certains obstacles. Et aussi à être informés de les réalités, parce que souvent, je pense que avant de venir, on n'a pas toute l'information. Alors, ceux qui vont l'écouter avant de venir pourront quand même en apprendre davantage. Ceux qui sont sur les bancs comprendront que les difficultés qu'ils vivent, et c'est pas unique à eux, donc c'est des difficultés peut-être partagées. Et aussi, il y a des personnes qui vont partager les stratégies qu'ils ont utilisées. Ça peut être utile pour d'autres personnes qui se débattent encore avec certains problèmes. Donc, grosso modo, c'est ainsi que je verrai les objectifs de ces balados. Donc, reconnaître qu'on n'est pas seul, apprendre apprendre des autres, du vécu des autres, et ou se préparer si on n'est pas encore arrivé à l'université francophone au Canada, mais au moins de savoir qu'on risque de faire face à certains de ces défis, et puis de se préparer. Et peut-être dans vos mots, Idrissa, quel message vous souhaiteriez véhiculer au sein de la communauté étudiante étrangère, soit qui s'en vient, soit qui est déjà sur place? Ben oui, il y a que depuis, disons, le démarrage du projet, on a beaucoup appris également à travers les conférences auxquelles nous avons été conviés. Et on en a eu quand même là. Et
on se rend bien compte que comme nous sommes dans une société individualiste, on est amené à s'isoler de force ou de gré. Et, donc le balado est un outil qui, comme on l'a dit, est très approprié dans ce contexte-là. Donc, entendre les autres, que ce soit des étudiants, des anciens étudiants, étudiantes, des professeurs qui ont traversé ces types de turbulences-là, vous les narrer dans de façon palpable et vous dire à peu près comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir. Ça vous donne une très grosse longueur d'avance là pour éviter de chercher des ressources. On gagne beaucoup là. Donc, ça c'est un peu l'idée du balado. Je voudrais aussi noter au passage que le Canada est une grosse destination pour les étudiants internationaux. C'est, comme on le dit en jargon financier, c'est un marché. Et des recoupements qu'on a fait, c'est pratiquement, on se positionne comme troisième, en tout cas en termes d'effectifs d'étudiants internationaux reçus à travers le monde. Donc, c'est pas rien. Et ça rapporte également. Donc, en 2018, c'était autour de 21,6 milliards, selon une évaluation d'une professeure de Queen University, Hartford. Donc, bon an, mal an, on va encore en recevoir. Donc, il faut faire l'effort de mettre à la disposition de celles qui arrivent des outils ou de les informer, de mettre la puce à leur oreille pour dire « Ah, voilà des situations qui peuvent effectivement advenir ». Et c'est le moyen pour le moment que nous avons trouvé. C'est sûr que dans la deuxième phase, si on a un financement, la plateforme va s'améliorer, devenir encore plus conviviale, etc. On est en train d'y réfléchir de toutes les façons. Pour aller dans le même sens que Idrissa, il faut reconnaître que l'accompagnement des étudiants internationaux n'est pas aussi adéquat. Je pense qu'il y a beaucoup à faire encore. Je vous donne juste une anecdote. Moi, j'ai 3 étudiantes qui devaient aller faire le stage en Côte d'Ivoire. Un stage de 3 mois. Moi, je suis allé les accompagner pendant 10 jours pour les installer. Mais c'était difficile pour ces étudiantes-là toujours. Et les larmes coulaient toujours. Donc, imaginez l'étudiant qui quitte l'Afrique, qui vient tout seul, qui descend à l'aéroport, personne pour l'accompagner, qui doit s'intégrer, qui doit prendre ses repères, sans soutien, c'est très difficile. Donc, ce balado pourrait peut-être aider, mais je pense que nous, on a l'intention d'en faire beaucoup plus. Mais on interpelle aussi les institutions qui reçoivent ces étudiants-là à faire davantage, parce que souvent, malheureusement, il va arriver que des étudiants échouent, mais c'est parce que l'intégration n'a pas été adéquate au début, en fait. Oui. Je vais peut-être ajouter qu'en fait, il y a des ressources, mais leur accès n'est pas toujours évident, là, parce que c'est pas la même culture. Et en général, quand les étudiants internationaux arrivent, il y a des cérémonies, mais c'est comme on le dit, c'est comme du banking, on coche qu'on les a rencontrés. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, on les a rencontrés, c'est dans un cadre, c'est peut-être 1 heure, c'est peut-être 2 heures. Ils ont besoin d'être plus accompagnés dans ce sens. Donc, comme Jean le dit, je crois qu'on devrait encore faire davantage. Comme je l'ai dit, c'est un marché. On y gagne là. On y gagne que les étudiants internationaux viennent parce que ça finance aussi notre système. Donc,
ouais, on se doit de faire plus pour les accompagner, pour qu'ils performent davantage, parce que ce qu'on n'a pas dit, ça, ça fait décliner leur performance. Là. Et ça, c'est une pression aussi qu'ils vivent. Là. Ils sont venus pour un programme, ils doivent réussir, etc., etc. Alors, quand les conditions sont difficiles, ça peut aller dans tous les sens. Là. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'emphase à mettre dans la manière dont nous accompagnons ces étudiants-là. Quand ils et elles arrivent, et pendant leur séjour également. Parce que les ressources, ça existe. Il faut les accompagner, il faut faire en sorte que ces ressources soient accessibles. Voilà, beaucoup reste à faire, mais comme je vous l'ai dit, on va jouer notre partition avec certainement une autre phase, parce que on a un accompagnement quand même de Myéline Solutions qui pourrait améliorer la convivialité de la plateforme. Vous avez parlé de Myéline et justement, j'allais demander à quel endroit les étudiants internationaux vont pouvoir avoir accès non seulement au balado, mais aux autres ressources que vous allez offrir. Le site existe. On a eu la chance d'avoir été interviewé par plusieurs médias imprimés, médias radio. Le site en réalité, pour le moment, ce sont les 3 sites qui constituent où l'étude se passe, à Saint-Jean, Ottawa et l'Université de Laval. Mais on a eu beaucoup de sollicitations à l'international comme au niveau national. Donc, dans la deuxième phase, on va intéresser plusieurs universités. Mais en attendant, on discute pour voir comment est-ce que le site peut être accessible, peut faire partie des éléments des différentes universités, des universités qui participent actuellement. Mais je sais que la dernière fois, c'est l'université de la Saskatchewan qui s'impatientait pour que, par exemple, l'étude arrive à leur niveau. Donc, oui, le besoin est là. Et comme je l'ai dit, en tant que chercheur, on jouerait notre partition. On va faire l'effort de rendre l'outil le plus populaire possible. Je voulais rajouter juste que, en plus de la plateforme, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est d'aller dans ces universités-là, rencontrer les étudiants internationaux et discuter de santé mentale et voir leurs besoins, est-ce qu'ils comprennent ce qui leur arrive, tout ça, en personne. Donc, on ira à Ottawa, on ira en Alberta, rencontrer les étudiants internationaux et on pense que ça va éveiller davantage leur intérêt pour leur santé mentale. Je voulais aussi ajouter un point. C'est vrai qu'il y a des ressources qui existent, mais ces ressources ne sont pas souvent adaptées. Même l'offre de soutien psychologique qui existe souvent, c'est pas culturellement souvent adapté. Donc, on a besoin d'adapter ces ressources-là aux étudiants internationaux aussi. Quelle serait une façon d'adapter ces ressources aux étudiants internationaux? À quoi vous pouvez penser? Je prends l'exemple du soutien psychologique. Le psychologue ou le conseiller qui est là devrait avoir ce que nous on appelle les compétences interculturelles pour savoir comment accueillir une personne qui vient d'une autre culture, comment développer ce qu'on appelle l'empathie culturelle, comprendre la personne et comment amener la personne aussi à le comprendre ou à la comprendre. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent être facilement mis en place là au niveau des universités. Même nous, en tant que moi, je suis psychoéducateur ou j'enseigne en psychoéducation. Et moi, par exemple, j'ai développé un cours sur l'intervention interculturelle en psychoéducation, de telle sorte qu'on puisse intervenir différemment avec les personnes immigrantes. Donc ça, c'est pour ça que je parle souvent d'adapter les ressources aux étudiants internationaux.